Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer que suite à une erreur de ma part, la qualité de cet audio a été dégradée. Malgré tout ce que j'ai pu faire pour essayer de récupérer ça, il y a malgré tout de la saturation dans la voix de mon invité. J'espère que vous prendrez tout de même du plaisir à écouter Marilyn Nakache sur cet épisode, car certes, la qualité audio a été dégradée, mais le contenu qui est dans cet épisode est lui de qualité. En vous souhaitant une bonne écoute. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une athlète exceptionnelle qui incarne l'esprit même de l'endurance et du dépassement de soi. Marilyn Nakache, traileuse de haut niveau au sein du team Siman. Avec un palmarès impressionnant dont une première place à la TDS ou bien encore sa troisième place à la Saint-Élion l'an passé, Marilyn ne cesse de repousser ses limites et elle est actuellement en pleine préparation pour un autre défi de taille, la Diagonale des Fous, cette course légendaire de 175 km sur l'île de la Réunion. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques semaines à peine, Marilyn a bouclé l'UTMB, l'une des courses, si ce n'est la course la plus mythique du trail, et elle est ici pour nous parler de sa récupération, de ses attentes et de la manière dont elle se prépare mentalement et physiquement pour enchaîner deux ultras de cette envergure. Mais ne perdons pas plus de temps et allons tout de suite à la rencontre de Marilyn Nakache. Bonjour Marilyn, comment tu vas ? Bonjour, je vais très bien, merci. Je suis très heureuse d'être ici avec toi. Eh ben écoute, c'est plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Alors, je suis Marilyn Nakache, comme tu l'as dit. Je suis entraîneur maintenant en course à pied trail et aussi coach en nutrition sportive depuis très peu. Puisqu'avant, en fait, j'étais ingénieure en matériaux dans une grosse société, donc j'ai complètement changé de vie depuis 2 ans. Tout ça pour me consacrer donc à ma passion aussi qui est la course à pied, le sport outdoor en général. Voilà. Et pour répondre à ta question, le premier sport qui m'a passionnée, en fait, j'ai fait tout un tas de sports un peu divers et variables quand j'étais jeune. J'étais assez active entre le tennis, la boxe, la natation. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait tout un tas de sports. Je bougeais beaucoup, mais jamais de réelle passion avant de connaître la course à pied finalement. D'accord, et la découverte du coup de la course à pied, on a bien compris que tu avais une enfance assez active. C'était à quel âge à peu près cette découverte-là de ce sport ? C'était à peu près il y a 8 ans. Donc il faut faire le calcul si tu connais mon âge parce que je commence à vieillir un peu. Donc aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et donc c'était ça, assez sur le tard en fait. Et mon ex-mari s'était mis à courir et je m'étais mis à courir avec lui. Alors vraiment au début, je courais 15 minutes, 20 minutes, j'étais au bout de ma vie. Et puis petit à petit, lui s'est arrêté et moi j'ai continué à courir avec les collègues de boulot de la société pour laquelle je travaillais. Et voilà, j'ai commencé petit à petit comme ça, à allonger les distances. Je me suis prise de passion, je sais pas pourquoi, pour ce sport, vite et, fait. et au début, tu étais plus orienté course à pied sur route ? Alors, comme tout débutant, hein, on commence à courir un peu n'importe où et notamment sur la route. Mais là où je travaillais, en fait, il y avait une forêt, donc à la Valmasque. Et on allait souvent courir là-bas. Donc, c'était plutôt, on va dire, du running en forêt plus que de la route. Ok. Et alors, cette envie d'allonger les distances, par contre, ça vient d'où ? Parce qu'on pourrait très bien se dire, on pourrait se contenter d'aller courir 1 heure, faire je sais pas, 10, 8 kilomètres et puis se contenter de ça. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à allonger les distances ? Jusqu'à, bon, évidemment, en introduction, on a parlé de l'UTMB. Là, on est sur des distances très, très, très longues. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à augmenter ces distances déjà dans un premier temps ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, je suis quelqu'un de plus endurant que de rapide hein, depuis petite. Hein, quand on faisait à l'école, le sport à l'école, sur le sprint, j'étais vraiment nulle. Pourtant, quand il fallait courir 20 minutes, il y en a qui étaient au bout de leur vie. Et puis moi, justement, j'arrivais un peu mieux à performer là-dessus. Il y a ça. Et après, je sais pas trop, le besoin j'ai toujours été quelqu'un qui veut faire les choses à fond aussi. Donc, je sais pas faire les choses à moitié. Et donc, pour moi, un running de 51 heures, je suis bien, mais
vu que je suis pas très rapide, j'arrive pas à vraiment me défouler complètement. Donc il y a ça aussi. Donc du fait, j'ai souvent fait de la course à pied beaucoup plus longtemps pour pouvoir aussi me défouler et arriver finalement dans un état que d'autres arriveraient peut-être au bout d'une heure, que moi j'ai un peu de mal. Et puis d'autre part, je sais pas, c'est l'envie. En fait, je suis bien quand je cours vraiment dans une compétition qu'au bout de 2 heures. Ok. Avant, je suis stressée, j'ai l'impression d'être nulle, tout le monde est devant moi. Et non, j'ai besoin d'un petit moment pour, comme un diesel en fait, hein, pour me mettre en route et pour pouvoir apprécier plus la nature. Il y a ça et le fait qu'aussi, ben, quand on fait des distances longues, on peut aller loin, on peut aller loin de la route, loin de tout, quoi, et se retrouver seul au monde. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'apprécie. Et justement, du coup, tu as parlé de compétition. La compétition, elle arrive à quel moment dans ton parcours sportif? Ouais, tôt, parce qu'en fait, les collègues de boulot, ils m'ont vite entraînée sur, euh, sur courir pour une fleur, je crois, qui était ma première compétition, qui faisait 9 kilomètres, que je pensais jamais arriver au bout. Après, on avait fait aussi, on s'est entraîné ensemble pour faire un petit marathon. Bon, à l'époque, j'étais pas très forte, hein, donc on avait fait le marathon. Donc, c'est vite arrivé, en fait, et j'aimais bien ça. Pas forcément au départ pour être compétitrice ou quoi que ce soit, c'était juste pour justement me surpasser et, euh, et à l'époque aussi être avec les collègues, hein, donc pouvoir partager des moments avec eux. Et puis, petit à petit, j'ai vu que je m'étais inscrite à un premier trail. Alors, je crois que c'était à Fréjus et j'avais adoré. Et finalement, j'avais été, je sais plus, peut-être dans les 5 premières. Et du coup, ça m'a encore plus fait donner envie de continuer la compétition. Et petit à petit, c'est venu comme ça. Et j'ai commencé à gagner des compétitions régionales, des courses à saucisson, comme on dit. Et voilà. Et ça a mené à un engrenage jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Pour faire un peu plus, pour avancer quand même dans le temps, au niveau de l'ultra, parce qu'il y a quand même un cap, enfin, pour passer jusqu'à de l'ultra trail, parce que, bon, par exemple, passer une nuit dehors à courir, c'est aussi quelque chose que peu de gens font. Et c'est vrai que bah, quand on pratique l'ultra, c'est une obligation, parce qu'on n'a pas tellement pas le choix de passer autant de temps dehors et de passer la nuit également dehors. Ça, c'est quelque chose qui t'a attiré dans un premier temps ou qui t'a un petit peu fait peut-être peur. Comment t'as appréhendé ces premières longues distances où tu devais passer justement une journée dehors à peu près? Ah non, au début, ça fait peur, hein, quand on parle du TMB, on se dit, mais les gens sont un peu tarés pour faire ça, je comprends pas. Et je sais pas, c'est venu tout naturellement finalement. On passe d'un 20, 30 kilomètres à 50. Après, mon premier ultra, entre guillemets, c'était la Maxi Race qui faisait, je sais C'est plus, 80 80, je crois, à peu kilomètres. près, Donc, ouais. j'avais été au bout de ma vie aussi. C'était très compliqué parce que ça faisait pas longtemps que je courais. Et finalement, on récupère bien. On se dit, tiens, bon, on va tenter un peu plus long encore. Et petit à petit, on y vient et on trouve que l'UTMB, bah, c'est peut-être pas si déconnant que ça de le faire. Ça peut être accessible du moment que tu as un bon entraînement. Et voilà, on s'y tente. Et bien sûr, le premier UTMB que j'ai fait, c'était très compliqué. Enfin, même si finalement, le dernier aussi a été très compliqué. Mais voilà, on se dit non, mais c'est fini. Je veux finalement faire des plus courtes distances. Alors, tout est relatif. Pour moi, les plus courtes distances, c'était plutôt autour des 80-100 kilomètres finalement. Oui. Et après, on se dit, ah non, on va essayer de retenter. Enfin, c'est plus ouais, des défis d'arriver au bout d'une telle distance et de voir que l'humain est possible, enfin, que tout le monde est capable de le faire, je pense, si on est en forme physiquement, qu'on a un bon entraînement. C'est des choses que le corps humain, c'est assez exceptionnel, nous permet de faire. Et c'est plus dans ce sens-là, au final, que j'ai envie de faire la course, quoi. C'est pour voir de quoi je suis plutôt... je sais pas, c'est compliqué, c'est de voir de repousser ses limites, finalement, pour arriver au bout d'une aventure, une aventure extraordinaire. Mais c'est vrai que la course, l'UTMB, c'est aussi une course contre soi-même. De toute manière, pour arriver aussi loin et terminer déjà la course dans les temps qu'on se donne, en général, après la place, elle vient avec le temps qu'on fait. C'est sûr Voilà, qu'on déjà est. terminer la course, je pense que Oui. c'est quelque chose de bien. Et c'était en quelle année ce premier UTMB? On est en 2021, je crois. Il faudra vérifier, mais Et du coup, entre l'UTMB de 2021 et celui de 2024,
Qu'est-ce qui a changé entre-temps en termes l'expérience que tu as eue avec les courses? Il y a des choses que tu avais mis en place, tu sens voilà, que ce soit au niveau de la préparation, de l'appréhension peut-être mentale d'une telle course, ou même au niveau de la récupération ou des petits détails qu'on pense pas forcément. Ah, les courses se sont déroulées complètement différemment. La première, j'étais vraiment partie dans l'idée de finir. C'était mon premier 100 miles. C'est peu importe le temps, peu importe quoi que ce soit. Et donc, j'ai pris mon temps finalement au ravito, de bien m'alimenter, d'être calme, etc. Et finalement, bon, musculairement, j'avais eu beaucoup de petits bobos. C'était difficile parce que mon corps n'était pas habitué à telle distance, mais j'avais pris un plaisir immense. Et j'avais pas eu de défaillance dans le sens où j'étais bien, enfin bien, à part musculairement, mais physiologiquement, j'étais plutôt pas mal du début à la fin. Et j'ai pu grappiller des places petit à petit et arriver dans un temps que je m'y attendais pas du tout. Donc j'avais fait 6e à l'époque de l'UTMB. Et voilà, mais j'étais quand même restée sur ma faim parce que j'avais vraiment pris mon temps. J'avais pas du tout joué de la compète ou quoi que ce soit. Et j'étais allée sans pression, sans rien. Et je l'avais bien vécu, si ce n'est musculairement, où j'ai eu quelques blessures après et que c'était difficile à récupérer. Et pour l'UTMB de cette année, je m'étais beaucoup mieux préparée. J'avais fait tout un tas de prédictions au niveau chrono. Et je voulais faire beaucoup mieux que ce que j'avais fait en 2021. Et j'avais dit, je reste très peu au ravito. J'essayais quand même de repousser un peu plus mes limites parce que je savais que je pouvais finir à 100 miles. Donc voilà. Et finalement, j'ai été vraiment pas bien du début à la fin. Je sais pas ce qui s'est passé, pas musculairement, mais cette fois, j'avais un manque d'énergie. J'avais du mal à m'alimenter. La moindre barre que je prenais ou quoi, je sais pas pourquoi j'avais la tête qui tournait. Donc c'était assez compliqué. Et j'ai dû lutter pratiquement du début à la fin pour finir. En me disant, allez, il y a quelqu'un qui t'attend à l'assistance. Enfin, je me suis mis des petits points d'arrivée à chaque fois, à chaque ravito, en disant, allez, tu vois, ravito d'après. Mais j'étais vraiment pas bien, j'ai pris aucun plaisir. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et finalement, le temps que j'avais prédit, j'ai fait moins bien qu'en 2021. Ok, ah oui, donc des fois. Alors que je suis restée très peu au ravito au début. Mais finalement, après, j'ai dû y rester un peu plus parce que j'avais tellement du mal à m'alimenter. Il fallait que je trouve une solution pour continuer. Donc, je prenais du coca, j'attendais un peu. Et voilà, donc je reste encore sur ma faim à me dire non, mais il va falloir un jour peut-être que je refasse pour faire un meilleur temps. Même si je me suis dit, je le fais une dernière fois et puis c'est terminé parce qu'il y a tellement d'autres courses que je vais découvrir et qui ont l'air bien sympathiques aussi. Mais voilà, j'ai réussi à aller au bout. Ça, par contre, j'en suis fière parce que j'étais vraiment pas bien. Et quand je voyais tout le monde qui abandonnait au fur et à mesure, des coureurs élites ou non élites que je croisais, soit c'est parce qu'ils étaient blessés, soit parce qu'ils étaient pas bien, justement. Et ça a donné aussi envie de me dire, allez, toi aussi t'abandonnes, de toute façon, c'est qu'une course et tout ça. Mais non, je voulais aller jusqu'au bout tout de même. D'une part, pour montrer aussi aux athlètes que j'entraîne que c'est normal que de temps en temps, je sois pas bien sur une course, même si finalement, ça a été de A à Z. Qu'on peut aller jusqu'au bout du moment qu'on n'est pas blessé et qu'on a de la chance d'être là de toute façon, donc profitons. Hein. D'autre part, je me disais, dans tous les cas, ça te fera quand même une prépa pour la Diagonale des Fous qui arrive après, de faire une telle course. Donc, vas-y, profite. Et puis, j'espérais toujours que la forme revienne et que j'arrive finalement à me ressaisir et à avancer un peu plus vite, mais bon, c'est pas revenu. Donc, voilà. En tout cas, c'est un très beau message que tu as fait passer aux personnes que tu entraînes et puis je pense à beaucoup de monde. Moi, c'était un plaisir aussi de te suivre à distance et au bord du sentier, j'ai pu te voir passer assez focus. Je pense que du coup, si tu n'étais pas dans le bien, c'est sûr que, en tout cas, tu avais l'air très concentré sur le fait d'avancer. C'était un plaisir de te voir passer et surtout de voir terminer cette course. Et encore plus un plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler un peu brièvement en tout cas de cette UTMB. Et là aujourd'hui, effectivement, on est là pour parler essentiellement de la Diagonale des Fous. Et pour introduire cette course, je vais juste lire quelques lignes qui sont sur le site afin de mettre un petit peu, de se mettre dans le bain de cette course. La Diagonale des Fous, une course de trail extrême qui se déroule à La Réunion, incarne l'esprit d'aventure, d'endurance et de défi. Chaque année, des coureurs du monde entier se rassemblent pour affronter ces défis audacieux, faisant de cette épreuve un événement emblématique. Le parcours de la Diagonale des Fous traverse le cœur de l'île de la Réunion, traversant des paysages époustouflants, des forêts luxuriantes aux crêtes rocheuses escarpées.
Avec une distance d'environ 175 km, la course teste la résilience physique et mentale des participants. Donc voilà pour la petite introduction de cette course. Donc effectivement, c'est un tracé qui n'est pas en boucle, qui traverse toute l'île du sud au nord, si je ne me trompe pas. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui te fait venir sur cette course cette année ? Alors, je suis déjà à La Réunion il y a très longtemps, mais j'étais pas très... Je courais pas à l'époque et j'étais allée pour découvrir l'île et pour faire quelques petites randonnées là-bas. Et c'est vrai que j'avais adoré ça. Et déjà à l'époque, je voyais beaucoup, quand moi je marchais, des coureurs sur les sentiers qui couraient et ça faisait très peur. Je me dis: «Mais comment ils font ça, quoi?» Déjà, moi avec mon sac et tout, j'arrivais tout juste à marcher et aller d'un point à un autre pour faire 20 kilomètres pour aller au prochain gîte et eux, ils courent, tout le long. Ça faisait un peu rêver et puis du coup, quand je me suis mis à la course à pied, finalement, c'est un endroit qui m'est resté en tête et j'en entendais parler de cette diagonale des fous. Mais j'étais pas prête du tout, parce que, bah, ça fait peur, quoi. C'est un effort difficile, conditions climatiques difficiles, c'est beaucoup plus technique que l'UTMB. Donc, quand les premiers arrivent en 20 heures, là, ils mettent plutôt 24 heures et voire chez les femmes, c'est plutôt les premières autour des 30 heures. Donc, ouais, ça fait peur. Et puis, finalement, c'est l'année dernière, quand j'ai fait la TDS dans des conditions un peu horribles, que j'étais bien finalement tout le long, mais et que c'était des conditions très difficiles, je me suis dit: «Ah, peut-être que je pourrais tenter un jour la diagonale des fous». Je me sens un peu plus prête maintenant. Même si c'est complètement différent, mais je savais que je pouvais encore aller plus loin et repousser encore plus mes limites. Voilà, et c'est vrai que les personnes qui sont allées là-bas m'ont toujours dit que c'était la course la plus belle qu'ils aient faite, qu'ils soient allés au bout ou pas, hein, parce qu'il y a beaucoup d'abandon, mais au niveau ambiance, au niveau, je sais pas, ça au niveau paysage, au niveau, rencontre que tu fais, il paraît que c'est assez exceptionnel. Donc ça fait rêver ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, oui. Donc là, cette année, en tout cas, c'est la bonne quoi, pour participer. C'est la base C'est acté. et mon premier objectif, c'est d'arriver au bout. Comme la fois de l'UTMB, la première, c'était d'arriver au bout, bah, la Réunion, là, c'est d'arriver au bout. Sur cette île, c'est vrai qu'il y a des conditions météorologiques qui sont très changeantes. Ça peut arriver d'avoir 0 degré, je me semble bien, en haut des sommets, sur la première nuit, de ce que j'avais déjà entendu. Et puis la journée, il peut faire aussi très chaud. Et comme tu as dit, c'est vrai que malgré que ce soit la même distance, à peu près, enfin en tout cas 100 miles, comme l'UTMB, le temps de parcours est beaucoup plus long. Essentiellement, bon, toi tu pourras m'en dire un peu plus, parce que j'imagine que tu as dû étudier le parcours, mais c'est le fait que les montées et les descentes soient quand même très raides et techniques. Et il y a un détail aussi sur cette course, c'est que je ne sais pas si à l'UTMB, il me semble que tu avais des bâtons. En tout cas, sur cette course-là, les bâtons sont interdits. Qu'est-ce que ça change dans ta préparation et le fait d'appréhender cette course? Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ou finalement c'est qu'un détail? Alors moi, finalement, les bâtons, je les utilise que depuis, l'année dernière. Même mon premier UTMB, j'avais pas les bâtons. Je suis pas du tout pour les bâtons, j'aime pas forcément ça. Même si finalement je me suis habituée, hein, parce qu'une fois qu'on a commencé à prendre Mmh. les bâtons, on se dit que c'est assez plus confortable, on va dire. Mais au départ, j'étais sans bâton, donc quand j'avais réfléchi que je voulais faire, justement la diag, c'était sans bâton, ça m'allait vraiment bien. Voilà, mais le problème, c'est que maintenant, je me suis un peu habituée au bâton, donc il va falloir que je me déshabitue. Mais je pense que ça viendra vite parce que j'ai passé, peut-être, presque 7 années à courir sans bâton, donc je suis plus habituée, hein. J'avais même fait Madère, le milieu de sans bâton, enfin toutes les grosses courses. Il y a vraiment, ouais, l'UTMB et la TDS et l'UTMB et puis quelques courses de prépa que j'ai fait avant avec bâton. Donc ça me fait pas peur, si ce n'est que, bah, sans bâton, c'est plus compliqué musculairement après, pour la récup, pour ne pas être blessé, pour s'appuyer dessus en montée, en descente. Donc, avant, ça me faisait pas peur. Maintenant que je me suis habituée au bâton, ça me fait un peu plus peur. Parce que du coup, là, quand tu parles de blessures, c'est quoi concrètement en fait qui peut se Bah, passer en fait, quand on n'a pas de bâton, bah, on mise tout sur les jambes. Alors que quand on a des bâtons, c'est un peu plus réparti entre le haut du corps, le bas du corps. Donc, on a, je pense, moins de chances de pas, enfin, de se blesser et de rester plutôt
d'avoir des membres qui fonctionnent plus Ok. longtemps jusqu'au bout. Ok, C'est oui, aussi je vois. surtout pour ça que les gens les utilisent. Je l'ai senti quand je suis à Madère qu'il y a une côte qui fait 30 degrés sans bâton. C'est plus dur que quand tu as des bâtons. C'est indéniable, oui, en effet. Et alors, j'ai une question qui t'a été posée par un ancien invité du podcast, qui est Florian Tucci, qui a d'ailleurs fait aussi la Saint-Élion l'an dernier et qui sera également sur cette course cette année, sur la Diagonale des Fous. Et il a une question pour toi que je vais te faire écouter. C'est une question vocale à laquelle tu pourras répondre à la suite. Bonjour Marilyn, je prépare le Grand Raid pour la première fois dans un mois et je me posais la question, comment une athlète de ton niveau prépare mentalement une course pareille et est-ce que d'ailleurs tu accordes une place à la préparation mentale d'un tel événement, d'un tel ultra trail? En te souhaitant la plus belle réussite sur cette course. Merci beaucoup, Alexandre. Non, c'est pas Alexandre son C'est prénom, pardon. Florian. 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 Alexandre, c'est toi. Oui, moi je fais que transmettre le message. Alors, c'est une bonne question. J'ai jamais fait enfin très peu en tout cas, de préparation mentale spécifique à une course. Mais je pense que ma force mentale est, que ce soit pour toutes les courses, pas forcément pour la Diag, c'est de me dire que j'ai de la chance d'être là, qu'il faut prendre avant tout du plaisir, même si c'est dur, et que de toute façon, c'est que entre 30 et 40 heures de course, on va dire. Je mettrai large parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre de chrono. Et que dans une vie, c'est pas grand-chose. Et profitons d'être là, profitons de cette ambiance. Je pense que c'est ce que je vais me répéter tout le long de la course pour aller jusqu'au bout, comme j'ai fait sur l'UTMB, même si j'étais pas bien. Mais pas de préparation spécifique mentale avant, si ce n'est déjà penser à ça, quoi. Quelle chance de pouvoir aller là-bas. Ouais. Oui, déjà, ce sera un bon moteur pour cette course et la terminer. Et comme tu dis, c'est vrai que je repensais, en fait, je pensais à l'UTMB et je me dis, c'est vrai que même si quelqu'un part sur l'UTMB et puis qui bâche après 100 km, habitant, bon, on va dire si on habite en tout cas en France, on a quand même possibilité de revenir plus facilement et de faire peut-être la partie qui nous manque en randonnée ou refaire ça en trail. Alors que c'est vrai que pour nous, en tout cas en métropole, aller à La Réunion, ça reste quand même compliqué et c'est pas quelque chose qu'on peut faire même forcément chaque année. Donc c'est vrai qu'il faut prendre cette chance et comme tu as dit, il faut s'en servir comme moteur et pas oublier ça, même quand les moments, je pense, vont être assez C'est ça. difficiles. Ouais. Parce que comme tu as dit d'ailleurs, sur un ultra, c'est vrai que c'est rarement que tout se passe tout le temps bien surtout sur 30 heures peut-être de course. C'est pas si évident que tout se passe bien. Et sur la partie préparation physique, parce que je repensais, l'UTMB, qui est à peu près peut-être 2 mois avant la Diagonale des Fous, tu t'en es servi comme course finalement pour préparer la Diagonale des Fous, ou alors l'objectif c'était l'UTMB, et après le petit bonus c'était quand même d'aller pouvoir faire les sentiers de la Diagonale des Fous. Alors, au départ, j'étais inscrite que sur la Diagonale des Fous et je me suis inscrite un peu plus tard sur l'UTMB en négociant avec mon entraîneur parce que c'était pas forcément une chose peut-être facile à recommander d'enchaîner les deux. Donc, ça a été une négociation et il a vu finalement que c'était possible et que j'avais de bonnes capacités normalement de récupération et que je pouvais essayer d'enchaîner les deux. Et finalement, on a mis ça comme 2 objectifs, l'UTMB et la Diag, en sachant que l'UTMB servira aussi finalement de course de prépa pour la Diag. C'est un peu les deux. Mais j'allais sur l'UTMB dans un pic de forme, voilà, je vais pas le mentir, j'espérais faire mieux. Et je voyais d'abord l'UTMB, je réalise cet objectif-là. Et après, je m'en sers aussi pour la Diag après. En sachant qu'il va falloir que je fasse une bonne coupure entre les deux pour renouveler. Mais que j'avais quand même finalement fait un gros bloc sur l'UTMB entre guillemets pour préparer la Diag. Oui. Et comment ça se passe du coup entre ces deux au niveau de ton programme d'entraînement? Comment il a été pensé et qu'est-ce que tu dois faire en fait pour récupérer tout en étant encore en capacité de pouvoir courir ce 100 miles à La Réunion? Alors ça, il faudrait demander à mon entraîneur parce que j'ai pas tout à fait le programme qui va arriver encore. D'accord. Non, alors déjà, c'est une bonne coupure, alors que ce soit mentale surtout.
et physique. Donc j'ai fait une semaine de repos pratiquement complet. Bon, moi j'ai un peu du mal avec le repos, même si c'est recommandé, mais j'ai fait un petit peu de vélo, un peu de natte, mais vraiment pas grand-chose, hein. C'était vraiment tout doux. Et après, pour me régénérer mentalement, je suis partie une semaine en rando à la montagne en bivouac sur les sentiers du Grand Raid Guiers 3, qui est une course de 170 et 11 000 mètres de dénive. Bon, bref, c'est assez raide quand même, mais j'y suis allée en mode vacances. Vraiment, j'ai tout coupé, les réseaux, mes athlètes, je les avais prévenus que pendant une semaine, je ne pourrais pas les suivre, mais j'avais tout organisé d'avance. J'y suis allée avec un ami, on a pris la tente, le réchaud, et puis on a fait ça un peu au dernier moment, en fait, on n'avait pas trop programmé. Et on est parti complètement déconnexion totale. Et là, mentalement, ça m'a permis vraiment de me régénérer et de pouvoir passer à autre chose. Ok. Parce que l'UTMB, j'avoue que j'étais un peu déçue après et que ça me donnait moins envie de recourir de suite et de me relancer encore sur un gros chantier comme la Diac. Et avec cette coupure, finalement, ça m'a régénérée, ça m'a fait un renouvellement de mes petites neurones pour me dire maintenant, t'as profité de tes vacances, t'as coupé, j'ai de nouveau envie de recourir et de me surpasser sur une autre course. C'était le bon moyen, en tout cas, de Et faire un c'est reset. pour moi vraiment une bonne transition, malgré que c'est peut-être pas forcément recommandé non plus de partir une semaine en rando comme ça, mais si je le fais pas maintenant, je le fais jamais finalement, parce que soit on s'entraîne, soit on propose. Et c'était vraiment, j'en avais besoin, c'était déconnexion totale. Et donc là, cette semaine, j'ai recommencé à trottiner un peu, donc j'ai fait deux sorties d'1 heure de course à pied, je vais en faire une troisième, mais pas plus. Un peu de vélo, un peu de natation, et à partir de la semaine prochaine, donc qui sera la 4e semaine après l'UTMB, je vais recommencer un peu une prépa un peu spécifique. Et j'attends le programme de mon entraîneur avec impatience, qui me réserve la surprise. Voilà, mais on en a discuté un peu et je pense qu'on va surtout miser sur les entraînements de côte et de descente, plus que Ok. sur le plat, parce que j'avais pas mal travaillé ça sur l'UTMB. Et j'ai vu ce qui me manquait vraiment, c'était un peu de puissance en montée et en descente. Et ça me préservera peut-être un peu plus que aussi faire de la vitesse avant la Diac. Oui, en effet. Et d'un point de vue logistique, comment ça se passe d'aller faire une course aussi loin? Tu dois prendre l'avion. Là-bas, c'est une île, bon, il faut trouver un logement, une organisation pour faire notamment les assistances. Parce que là-bas, on sait très bien que même avec une seule équipe, une équipe peut pas faire une seule personne peut pas faire tous les points d'assistance, du fait que l'accès soit compliqué à certains endroits. Comment ça se passe pour organiser une course comme celle-ci au niveau vraiment logistique? Alors, je voulais pas tout organiser trop à l'avance, parce que j'ai peur que ça me porte malheur. Je faisais pas avant, hein, mais j'ai eu quelques blessures et du fait, j'ai dû annuler déjà des jolis voyages que j'avais faits. Donc j'ai pris ça il y a pas très longtemps et j'ai de la chance d'avoir une de mes athlètes qui a son copain qui est réunionnais et qui avait de la famille là-bas. Donc heureusement, parce que pour trouver un logement au dernier moment, c'est pas évident. Et donc ils m'ont trouvé un petit studio au milieu de l'île, sur la côte ouest, au milieu, là, aux 3 bassins où je vais pouvoir je vais y partir un mois. Donc ça, c'est bien, ça me soulage un peu au niveau logistique. Et après, bon, il y a la voiture de location et le billet d'avion, tout ça, mais j'ai réussi un peu à... Bon, le billet d'avion, de toute façon, il reste assez cher, hein, mais pour la voiture de location, pareil, j'ai réussi à avoir un partenaire avec cet ami qui avait des contacts. Donc là-dessus, ça a été un peu plus facile. Après, sur place, je connais pas grand monde, si ce n'est on est 3 de l'équipe Simal, pas y aller. Donc il y a Florian et Flavie qui viennent aussi. Mais bon, eux, ils ont chacun leur famille et déjà peut-être non, ils n'ont pas tous une assistance, mais ils ont quand même, ils connaissent un petit peu et Florian notamment, il l'a déjà fait, donc il sait un peu les points. Et après, alors soit il y a des amis qui viennent me faire l'assistance au dernier moment, mais là ils sont pas encore, ils ont du mal aussi à trouver un logement, tout ça, parce qu'ils voulaient prendre des vacances et du coup c'était l'occasion aussi d'aller à La Réunion. Soit Simap a fait appel à... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, il faudra regarder. À une société sur place qui fait l'assistance pour les élites et les... Alors, je ne sais pas si c'est que les élites ou les non-élites qui aident à ça, justement. Alors, soit tu as déjà un ravitailleur, ils aident
cette personne-là à faire l'assistance sur différents points. Ok. C'est assez compliqué. Soit ils prennent en charge toute l'assistance. Alors là, on est en train de voir un peu pour voir si c'est possible de faire ça là-bas. Donc, c'est pas des personnes que je connais. Ça sera ah, peut-être un peu moins familial ou même amical que si c'était des amis. Mais faire une telle course sans assistance, si on veut finir dans des bonnes conditions et que ça soit un peu plus confortable, c'est assez compliqué. Parce que concrètement, entre le fait d'avoir une assistance et de passer uniquement par le ravitaillement qui est proposé par l'organisation, qu'est-ce que ça change sur ce point-là? Alors, si c'était moi qui organisais les courses, je pense que je ne mettrais aucune assistance, déjà. Parce que on n'en a pas forcément besoin. Maintenant, on peut porter sur le dos. Il y a des points d'assistance assez proches finalement les uns des autres. On a des sacs d'allègement. Donc, on pourrait très bien faire sans assistance. Le problème est que c'est autorisé. Donc, si tu n'as pas d'assistance, Ouais. par rapport aux autres, tu es un peu désavantagé. Mm. Il y a ce point-là. Et donc, bon, moi, je sais que je vais finir la course déjà, mais je quand même reste une petite âme compétitrice, de ne pas essayer de faire quand même si mon premier point est de finir, mais j'aimerais pas être désavantagée par rapport aux autres tout de même. J'ai déjà été pas mal sur des courses où j'avais pas d'assistance, donc je sais ce que c'est. Il y a ce point-là. Après, c'est plus confortable si on veut un vêtement de rechange à un tel point, des bâtons de rechange au cas où ils cassent, avoir la nourriture qu'on connaît bien tout le temps. Mm. C'est quand même plus simple d'avoir une assistance. C'est pas indispensable, mais c'est plus confortable et c'est un petit plus, c'est sûr. Et puis, on est beaucoup plus rapide au ravitaillement pour changer les flasques, pour se changer, etc. Il y a ça. Ensuite, ça permet aussi souvent de se situer par rapport à la course parce qu'ils vont te dire, là, telle fille est devant, il y en a une qui est derrière, t'es à peu près passé à tel endroit. Vas-y, il y en a une qui a qu'à 2 minutes, tu peux la rattraper. Si tu sais pas ça, forcément, t'as pas forcément un petit coup de boost qui permettrait de la surpasser ou d'aller voir. Même si je veux pas forcément savoir en début de course tous mes temps, savoir où je me situe, des fois, au bout d'un moment, j'aime bien quand même savoir s'il y a moyen de gagner quelques places et de pas me faire rattraper aussi, de pas trop traîner. Et après, c'est très mental aussi, rien que le fait de savoir quelqu'un t'attend à un ravitaillement, ce qui a été le cas pour l'UTMB, si j'ai réussi à aller au bout, c'est aussi grâce à ça, parce que mon ravitailleur prenait la navette à chaque fois. J'avais pas forcément moyen de le joindre. Plusieurs fois, je me suis posé la question, je vais l'appeler, lui dire ça y est, j'arrête, je suis pas bien, tout ça. Et puis je me disais, mais non, mais il saura pas, il va t'attendre, il va prendre la navette pendant 2 heures pour aller au point suivant. Il va t'attendre. On avait tout préparé, tout était bien ficelé, il était super content d'être là. Et voilà, j'ai dit non, mais pour lui, il faut que tu ailles au prochain point, même si le prochain point était à 7-8 heures après. Je m'y accrochais à ça. Donc c'est très mental. Et rien que le fait, même si tu vois la personne 2 minutes, ça te permet de voir des gens que tu connais et ça aide beaucoup. Je pense que c'est le point principal mentalement. Ok. Mais ça, à la limite, on pourrait interdire les assistances tout en mettant des gens qu'on connaît sur Oui, sur le parcours, de des toute endroits façon. pour t'encourager. Oui. Et ça, je pense que ça serait aussi bien. Oui, c'est tout là, on parle surtout d'assistance vraiment, on va dire alimentaire, le fait de ne pas avoir Ouais. transporté trop à la fois à chaque fois. C'est confortable, mais si tout le monde était dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait largement Mm. faire avec sur des courses comme ça. Maintenant, même au ravitaillement, bon, tout n'est pas forcément, ne convient pas, mais on trouve toujours des choses pour s'alimenter et qui finalement peuvent passer en course. Ouais. Ouais, comme tu as dit, mais c'est vrai que vu que c'est là et que ça reste un avantage, c'est un désavantage de ne pas en profiter en tout cas. C'est ça qui est sûr. Et toi, du coup, alors donc ce point-là, donc bon, c'est en cours. Et surtout, je voulais revenir sur un point du podcast qui revient à chaque épisode, en tout cas sur les premières parties, la partie de la préparation, c'est savoir comment est-ce que tu t'organises pour faire en sorte que ton sport s'intègre au sein de ta vie personnelle et puis professionnelle. Parce qu'on sait que c'est quand même de longues heures d'entraînement. Et bon, maintenant, si tu es athlète élite, tu nous expliquais que tu avais dû en tout cas changer de travail. Comment ça se passe aujourd'hui pour intégrer au mieux ta pratique du sport? Alors, ma vie aujourd'hui, c'est simplifié au maximum. C'est ce que je voulais. Déjà pour moi, parce que je voulais être libre totalement.
Alors c'est très égoïste, hein, mais bon, j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie qui fait que j'en ai besoin. Et donc je gère un peu mon emploi du temps comme je veux. Je me suis reconvertie dans le métier de coach, entraîneur, donc généralement c'est à distance, donc je peux travailler, de mon petit van parce que je vis dans un van aménagé, je sais pas si on en a parlé? Oui. Je sais pas si on en a parlé dans le podcast. C'est vrai On qu'il a y a des évoqué dans j'ai déjà entendu Je ça dans vis, d'autres ouais, dans un van podcasts. aménagé, donc je peux aller partout, je peux, travailler du van et pour mes athlètes, donc c'est ce que je fais et bah, je peux travailler autant à 5 heures du matin qu'à midi, que le soir, que quand je veux et donc pouvoir m'entraîner un peu aussi à des horaires, que je souhaite et qui me conviennent bien. Hem, donc ça c'est beaucoup plus facile que quand avant j'étais ingénieure, que je travaillais, de 8 heures à 18 heures dans un bureau et qu'il fallait, vite fait aller courir entre midi et 2 ou le matin très tôt Mmh. et les journées étaient très fatigantes, à rester assise devant l'ordinateur. Donc là-dessus, c'est sûr que c'est plus facile pour, gérer mon emploi du temps. Et le fait de vivre en van, finalement, je vais m'installer, la veille ou le jour même là où je vais m'entraîner. Donc ça me permet de m'entraîner un peu partout, même si finalement j'ai des points de prédilection, hein. Parce que je suis aussi un peu entraîneur bénévole au Club de Grasse, donc j'ai une attache là-bas. J'ai des amis qui sont plus, dans la région, la famille pareil, donc je suis plus basée ici, mais avec le van, je peux me rendre quand même un peu partout, sur les points d'entraînement. D'ailleurs, ça me vient une question, c'est quand tu te déplaces régulièrement et tu dis tes lieux d'entraînement, ils changent, ils évoluent. Comment tu fais, quand on donne une séance pour te dire, par exemple, la séance, elle dure 1 heure et demie ou 2 heures, 3 heures, je sais pas. Comment tu fais par rapport à là où tu es pour savoir le tour que tu vas faire? Parce que souvent pour la plupart des gens, on va dire, enfin, une majorité du coup, on est sédentaire quand même. Heu, on a notre parcours proche de notre maison, on sait, on part, combien de temps quelle boucle on va faire, on prend la voiture, on va faire à tel endroit, par exemple, on va au plateau des Glières, on va faire telle boucle. On sait à peu près. Mais toi, comment tu arrives à organiser, ton entraînement par rapport à là où tu vas être? Alors, il y a un peu les 2. Généralement, mon entraîneur me donne les plans une semaine à l'avance. Bon, des fois, il tarde un peu, mais généralement, je les ai une semaine à l'avance et il me connaît, il sait où je lui ai dit avant où j'étais basée, D'accord. avec mon van et bah, des fois, c'est un peu lui qui me dit: «Non, mais il faut revenir là parce que c'est tel terrain, tel truc» et donc il revient là. Donc il y a un peu, un échange entre tous les 2 et du fait de savoir, à une semaine à l'avance où, je lui en ai parlé: «Ah, tu me comptes me faire quoi? Où c'est que je me base la semaine prochaine? Où est-ce que je vais?» J'arrive à organiser et à planifier mes parcours. Après c'est vrai que maintenant avec tous les outils qu'on a, que ça soit Google, que ça soit Garmin, enfin ou des applications qui permettent de voir, les parcours qu'on fait, les programmer, aller se renseigner, avec toute la communauté de trailers et de coureurs qu'il y a, je peux, quand je suis à un endroit, trouver des endroits qui sont appropriés. Ah OK. Ouais, donc c'est que bon, ça demande un petit peu d'organisation, mais c'est quoi, ça n'empêche pas de pouvoir, préparer ça et Non, d'anticiper, parce que je me demandais un petit peu comment ça se passait. C'était vraiment tu partais au feeling ou il fallait quand même bien arriver à préparer pour non, savoir non, le non, type de j'anticipe terrain tout et à chaque fois, je programme tout. Enfin moi, de toute façon, j'ai tellement peu le sens de l'orientation que, je peux pas me permettre de partir comme ça. Alors maintenant je aussi avec les montres connectées, on a la chance de pouvoir faire, partir et faire un retour, au même endroit, on a la trace sur la montre. oui. Donc ça m'aide beaucoup. Mais moi, ouais, non, j'ai vraiment un gros défaut, c'est mon sens de l'orientation et si j'ai pas mon parcours, je peux pas partir comme ça, hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu as quand même des anecdotes, à ce sujet-là. Tu as Oui, il y pas en une a ou 2 à nous quelques-unes, don où j'ai perdu et voilà, c'était très long, une sortie de 5 heures qui a peut-être duré 10 heures ou des choses comme ça. C'était très compliqué. Mais même sur les courses, hein, je me perds, hein, même quand c'est validé, hein, ça m'est déjà arrivé, hein. D'accord. Et ça, c'est mes stress principaux. Alors maintenant, heureusement, on peut mettre aussi parcours de la course sur la montre. Mmh. Alors je la mets, mais je la mets pas forcément en activation parce que sinon on n'a plus de batterie, mais je l'ai toujours avec moi parce que, il y a des fois où je me perds au milieu de nulle part, surtout sur les courses longues et je commence à stresser et ça m'est déjà arrivé de perdre 10-15 minutes et c'est un peu rageant, Mmh. quoi. C'est, se dire: «Mince, je vais perdre ma place», et puis tu rajoutes 15 minutes sur un trait qui est déjà long. Ouais. Enfin, ça m'énerve et je supporte pas ça. C'est vrai que sur la sortie du dimanche, c'est un peu moins d'impact, mais enfin en compétition, c'est un peu C'est ça. dommage de se dire on perd 15 minutes, sur l'horloge.
Et puis à La Réunion, d'ailleurs, ça me fait beaucoup peur, hein, parce qu'il y a eu des gens qui se sont déjà Oui, perdus. je t'en ai pensé Alors justement, il y maintenant, a je eu pense pas qu'ils mal de font faits très de course. attention, mais dans tous les cas, je vais mettre le parcours sur ma montre en espérant que ce soit le bon et que... Parce que sinon, ouais, moi, c'est sûr que s'il y a une personne qui peut se perdre, c'est moi. Ou louper un balisage. Ou... Je pense que je rêve un peu trop quand je cours et du coup, je fais pas forcément attention. Bon, c'est pas une si mauvaise chose au final, mais pour la course, c'est un peu dommage. Et en termes de matériel, vraiment purement techniquement, pour ceux plus qui sont vraiment orientés vraiment pratique de trail, ce sera un peu plus spécifique. Qu'est-ce que toi tu utilises comme matériel, que ce soit les chaussures ou même au niveau des équipements que tu vas devoir prendre pour cette course? Alors, j'ai de la chance d'avoir quelques partenaires hein, pour tout ce qui est vêtements. Je suis donc du team Simalp, qui est une marque française et du très bon matériel pour courir, hein, que ce soit les habits, les chapeaux, les lunettes. Enfin voilà, je suis assez gâtée là-dessus. J'aime beaucoup cette marque-là. Pas que parce que c'est mon partenaire, hein, mais je l'ai aussi choisi parce que c'était vraiment une super marque et qui font vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc, je vais courir tout en Simalp. Après, j'ai d'autres partenaires. Donc, pour les chaussures, c'est avec Innovate. Ok. Donc, c'est pas forcément très, très connu en France. C'est des chaussures euh, assez... Enfin, moi, que j'aime beaucoup parce que j'aime bien courir en drop très faible. Donc, elles ont un drop zéro, celles que je cours, que je mets tout le temps. Euh, et elles accrochent bien. Elles sont assez souples. Et je sais que moi, ça me convient bien. Donc, j'aurai ce type de chaussures. Hein, de toute façon, je mets que ça. Hein. J'ai mis ça j'ai mis la même marque et la même référence pour le marathon des sables, pour les crosses, pour tout type de course du moment où c'est un terrain un peu nature. Autant pour l'UTMB que la TDS. Enfin, j'ai tout le temps mis que ça. Donc, pour la Réunion, je pense que ça va être ça aussi. Après, de façon générale, pas pour la Réunion, mais j'ai des bâtons Leki qui sont très légers et vraiment, je pense que c'est le... Alors, je connais pas tout, mais pour l'instant, c'est les meilleurs bâtons que j'ai testés. Pas forcément non plus parce que c'est mon partenaire, mais c'est vrai, ce sont vraiment des bâtons légers et solides et faciles à plier, à déplier. Et après, voilà, tout ce qui est matériel. Après, au niveau de la nutrition, je recommande aussi les produits NAC qui sont aujourd'hui très, très performants, même si je ne prends pas que ça durant une course, hein, parce que je, je suis, j'ai la chance de pouvoir m'alimenter avec normalement. Hein, je mets je mets entre parenthèses l'UTMB dernièrement, mais normalement, j'ai la chance de pouvoir m'alimenter avec tout. Donc, j'aime beaucoup varier, que ce soit des produits de sport comme chez NAC ou bien des sushis, des tartes aux myrtilles. J'ai déjà fait des croissants, de la purée, bon, de chez NAC aussi, qui est très bonne. Un peu de tout, en fait, pour varier. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment très spécifique à chacun. Je n'ai pas forcément de recommandations à faire au niveau nutrition. Il faut tester, voir ce qui nous convient ou pas. Donc si on voit un buffet continental à un ravito, on sait que c'est ton assistance qui se met en place. Ah, mais généralement, c'est un peu comme ça quand ça passe. Dernièrement, il n'y avait que les sushis qui passaient à la dernière course UTMB, un petit peu. Et j'ai réussi à avaler une tarte aux myrtilles quand même qui m'a fait du bien, mais sinon, c'est tout. Ouais, c'est sympa les sushis. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir un peu Les sushis, les ça passe purées ou très, les très bien. soupes. Et Mais j'ai tout testé. Après, c'est bien de varier, hein, parce que sur une course, après une oui, course, oui. généralement, on extrait un peu de tout. Donc, il faut passer à autre chose. C'est juste. Donc maintenant, tu as quand même pas mal d'expérience quand même dans la compétition puis la pratique de ce sport. Est-ce que tu aurais quand même des petits conseils sur des choses qu'on pense pas forcément, pas les basiques, sur des plus petits points qui sont sous-cotés pour certains dans la pratique du trail et finalement qui ont une importance, je sais pas, ça pourrait être par exemple le sommeil ou d'autres points comme ça, si tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Est-ce que tu as des petites recommandations sur lesquelles il faudrait prêter attention? Euh, oui, mais ça reste pour moi des basiques. De toute façon, hein, le sommeil, oui, c'est très important. Pouvoir se reposer après une course ou simplement s'allonger et enfin se reposer, pas forcément dormir, mais au moins se reposer. Euh,
c'est un des points les plus importants pour la récupération. Et bien sûr, la nourriture, parce que, bon, ça, je pense que c'est des sujets en ce moment qui sont beaucoup évoqués, mais on ne se rend pas compte du nombre de calories qu'il nous faut quand on fait de l'ultra-trail ou du day-trail long. C'est énorme et c'est pas évident parce qu'on devient en fait, c'est ça, on s'entraîne, on mange, on dort. Et on a tout le temps faim. Enfin, dans tout cas, c'est mon part, il faut pas hésiter à manger, même si c'est pas comme monsieur et madame tout le monde. Et là où c'est embêtant, c'est quand tu manges avec des gens et tu as des assiettes qui sont doubles par rapport aux autres et tu as l'impression d'être un ogre. Et les gens, ils te regardent de façon bizarre à te dire, mais pourquoi elle avale tout ça? Est-ce qu'elle a des soucis? Enfin, est-ce qu'à côté, bah, elle se restreint pas et puis d'un seul coup, elle mange beaucoup? Non, non, c'est juste qu'on a l'habitude de manger comme ça. Et il faut surtout pas en avoir honte et se dire que de toute façon, on en a besoin pour l'ultra trail et si on ne se nourrit pas assez, ça va être compliqué d'avoir assez d'énergie pour continuer à faire ce sport. Ça m'est arrivé à un moment donné où j'avais beaucoup, beaucoup perdu de poids, pas parce que j'avais l'impression de manger assez, mais je pense que je mangeais pas assez. Et, mais je faisais pas trop attention, quoi. Il faut pas hésiter dès qu'on a fait à manger, que ce soit le matin, le soir, le midi, enfin tout le temps, quoi, après une course, pour vraiment reprendre de l'énergie. On s'en rend pas forcément compte. Il y a ça, et après, en tips, je pense qu'il est très important de varier les entraînements, de pas toujours faire la même chose. Et si possible, si on peut, de croiser, faire du vélo, de la natation, de la randonnée, du ski, enfin je sais pas trop, un autre sport, que tout le temps courir. Pour se préserver, pour changer un peu, pour faire travailler d'autres muscles, tout en gardant quand même le foncier. Et varier le type d'entraînement, hein, entraînement en côte, entraînement plat, continuer à faire de la vitesse. Vraiment, vraiment, presque, je dirais, avoir tout le temps des entraînements différents, même s'il y en a beaucoup qui reviennent, hein, finalement. Et des basiques, des classiques, hein, mais oui, c'est pour préserver le mental, le physique et avoir l'impression de ne pas toujours faire la même chose. Je pense que c'est très important. Ok, bah merci encore pour ces petites précisions. Et bon, même si on a déjà la réponse, je suis obligé quand même de te poser la question, c'est quel est ton objectif pour cette course? Oui, mais comme déjà j'ai dit, c'est de la finir. C'est De très bien. la finir en prenant du plaisir. Voilà. Même si il y aura des moments où j'en aurais peut-être marre, mais de la finir et de ne pas subir comme l'UTMB dernièrement. Plus refaire comme mon premier UTMB finalement, même si musculairement c'était difficile, mais où j'avais mieux apprécié la course. Ouais, je pense que Et c'est vraiment l'objectif est-ce principal que tu de cette. penses que le fait d'aller faire cette course que tu n'as pas encore faite, et il me semble, on n'en a pas parlé, mais je pense que tu n'as pas dû faire de repérage, je me dis que tu n'es pas retourné à La Réunion depuis très longtemps. Le fait de découvrir tout ça, d'aller sur les sentiers, alors que tu as reconnu peut-être bien un peu des vidéos ou via après les profils et des images peut-être satellites, mais de ne pas avoir mis les pieds et de ne pas se rendre compte du parcours en lui-même, de soit la difficulté ou la longueur ou autre. Est-ce que ça va t'aider, le fait de découvrir quelque chose, que ce soit une découverte? Est-ce que tu penses que c'est un atout ou c'est plutôt un inconvénient pour prendre du plaisir sur une course, hein, sans parler de C'est une performance bonne pure? question. Alors déjà, sache que j'ai vu aucune vidéo, j'ai pas regardé le parcours. Pour l'instant, j'ai rien visionné du tout avant l'UTMB. Il va falloir peut-être que je m'y mette, mais pour l'instant, j'ai vraiment rien regardé parce que j'ai toujours cette peur que ça me porte malheur et de pas rester concentrée dans ce cas-là aussi sur l'UTMB. Je voulais vraiment y penser qu'à ça au début. Et j'ai toujours pas regardé tout ça. Même le logement, je sais où c'est, mais je sais même pas à quoi il ressemble. Enfin, j'ai vraiment rien regardé du tout. J'ai juste quelques très bons souvenirs de quand j'étais allée il y a quelques années en randonnée où j'ai effectué quelques petites parties du parcours que je vais faire en courant. Mais je verrai ça sur place et je pense que je regarderai pas avant. Ok. J'aime bien l'effet de surprise sur les courses aussi. Pour garder le plaisir. On parle bien de plaisir, Oui. hein. Je pense que c'est un avantage, oui, de découvrir sur place pour ça, pour pas se dire ah non, il reste encore tout ça, la montée va être dure, oh, là il va faire chaud, là il va faire froid. Enfin, pour l'instant, j'ai pas du tout regardé pour garder cette notion de surprise et de plaisir. Après, si on parle de performance, je pense que c'est un désavantage de pas regarder. Oui. Euh, Parce que quand tu connais le parcours, justement, tu vas dire, bah là, je sais que ça va être dur pendant 5 minutes, mais enfin 5 minutes, peut-être 1 heure.
Mais après, ça redescend ou après, c'est replat. Donc, je peux me permettre d'aller un peu plus vite. Là, je sais qu'il faut que je relâche. Là, c'est un peu technique, donc il va falloir que je fasse attention. Là, attention, il ne faut pas que je me trompe de chemin. Je pense que ça sera là-dessus, c'est un désavantage. Donc, il y a des pour et des contre. Bah écoute, en tout cas, ce sera l'occasion d'en reparler sur le prochain épisode où on fera le débrief de cette course. Comme ça, c'est un bon point à voir si ça a été un avantage, un inconvénient, que ce soit du coup sur le plan performance ou purement plaisir. Et oui, Comme j'y vais un petit peu en avance, je pense que je ferai quelques. Alors, je vais continuer mes entraînements et je ferai mes entraînements. Donc, j'y vais 2 semaines à l'avance, un peu sur une partie du parcours. Mais ce ne sera pas le parcours dans son intégralité. écoute, bah, on arrive en tout cas à la fin de cet épisode. Et avant de te laisser la main pour parler du sujet que tu veux pendant le temps que tu veux, comme c'est l'habitude pour les invités sur cette première partie, je voulais déjà te remercier d'avoir accepté de venir sur le podcast et de nous partager ton expérience, ton débriefing de l'UTMB ainsi que ta préparation pour cette course mythique de la Diagonale des Fous. Et c'est un réel plaisir de t'avoir sur le podcast et de te voir avec le sourire. C'était un plaisir pour moi aussi, donc merci beaucoup. Bah écoute, à présent, tu peux parler du sujet que tu veux. C'est pas forcément en lien avec la course à pied. Ça peut être quelque chose de plus personnel ou ça peut être comme c'est. Il n'y a pas de directive. Tu fais ce que tu veux. Ça peut être totalement différent du sujet qu'on vient de traiter aujourd'hui. Et je te laisse le temps que tu veux pour en parler. Et voilà, profite de ce moment pour pouvoir diffuser un message et que j'espère sera bien écouté. Il y a peut-être un sujet qui me paraît important et dont je discute souvent avec mes amis qui me disent: «Ah, mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas parce que j'ai des contraintes familiales, j'ai des contraintes au niveau boulot, j'ai des contraintes au niveau argent, etc.» Mais je pense qu'il faut profiter de la vie et qui est courte pour faire ce qui nous plaît sans avoir trop à se poser de questions. Par exemple, bon, moi, c'est sûr, c'est facile à dire, hein. Il y en a qui vont dire: «J'ai pas d'enfant, j'ai pas forcément de rattachement particulier». J'avais envie de mon boulot d'ingénieur, c'était bien, je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'un métier qui me correspondait plus et j'ai pas cherché trop à réfléchir. Oui, j'aurai plus de vacances, mon salaire, il sera plus là et cetera. Bah, j'ai négocié vite fait enfin vite fait, j'ai quand même réfléchi un minimum, mais un départ à l'amiable. Et j'ai dit: «Bah, c'est bon, il faut que je me lance». Pourtant, j'avais vraiment une bonne place, un bon salaire, c'était assez facile, hein, enfin facile. Ça reste un métier assez prenant, mais c'était un métier où j'avais pas de risque, quoi. J'avais le métier jusqu'au bout de ma vie si je voulais. Et ça me correspondait plus, j'étais pas bien. Et bah, en quelques mois, bah, j'ai démissionné. J'ai refait une formation d'entraîneur, une formation en nutrition. Et j'ai pas hésité à me lancer, peu importe les conséquences que ça aurait. J'ai revendu mon appartement dans la foulée parce que ça aussi, c'était un de mes rêves, de pouvoir vivre dans un van. J'ai pas repoussé à me dire: «Bah, je ferai ça à la retraite» ou «Je ferai ça quand tout sera réglé dans ma vie» ou «Je réfléchis 10 ans avant de savoir, ben, est-ce que tu es sûr, tu vas perdre ton salaire», tu vois? Non, non, j'ai fait. Et finalement, on se rend compte que bon, on arrive toujours à se débrouiller d'une part. Si on veut, on peut toujours trouver de quoi survivre et de quoi faire. Et je suis hyper heureuse de l'avoir fait parce que si ma vie s'arrête dans 5 ans, ben, je l'aurais fait et j'aurais pas de regrets. Voilà, donc c'est juste que ce que je voulais dire, c'est d'arrêter de tout le temps repousser les choses et s'il y a quelque chose qui nous donne vraiment envie, qui nous tient à cœur, il faut le faire. Il faut pas attendre de pas pouvoir le faire et d'avoir des regrets plus tard. Bah, merci pour ce message. En tout cas, il me parle beaucoup aussi. Et en tout cas, merci pour ce beau message et au plaisir de te suivre sur la Diagonale des Fous. Et je te souhaite le meilleur pour cette course et pas que évidemment sur le plan de la performance, sur vraiment toute l'aventure que ça va amener. On peut parler plutôt d'un voyage d'aventure où dedans il y a une course parce qu'il y a un avant, un après et le pendant de la course. Et voilà, je te souhaite vraiment le meilleur sur voilà, tout ce package. Et puis au plaisir de te retrouver pour le débrief de cette course. Merci beaucoup pour ces échanges. J'ai hâte aussi de débriefer tout ça.
On verra bien. Ce sera la surprise. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.